Tu peux parler, hein, t'inquiète Okay. pas, moi, j'édite après. J'attends tes premières questions. Ah la vache, tu me mets une grosse pression déjà. Bienvenue sur le podcast Yaniro, podcast dans lequel toutes les 2 semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier dans lequel j'interviewe Samir Benjeloun qui est intrapreneur et non pas entrepreneur au sein du groupe Vinci. Dans cet épisode, on s'intéressera moins à une sorte de recette magique du succès de Samir qu'à la réalité de ce que peut vivre un entrepreneur. On parlera de son parcours d'entrepreneur, de son passé de footballeur de haut niveau et de l'enfer de devoir faire pivoter son idée quand on en est tombé amoureux. Bonne écoute. Bon, on va commencer. Écoute, bonjour Samir. Je suis hyper content que tu sois le premier à venir dans ce podcast. On t'accueille, donc très content que tu sois ici. Bonjour Alexis, écoute, je suis très content également que tu m'aies choisi pour faire ce premier podcast avec toi. Donc aujourd'hui dans le podcast Yaniro, on va s'intéresser donc à ton parcours en tant qu'intrapreneur, donc Samir Benjeloun. Je vais te laisser te présenter plus en détail, mais ce qu'on peut dire, c'est que tu as quand même un sacré profil de pirate depuis le début, parce que tu as une vie de sportif de haut niveau derrière toi dans le football, où tu as été formé donc, au PSG. Puis tu as eu une vie professionnelle dans les grandes entreprises, donc au sein du groupe Vinci, pour finalement, côté RH, et finalement atterrir là, et on va en parler très rapidement, sur un super projet intrapreneurial où on est tous très détendus vu que l'histoire se termine bien. Exactement. Écoute, tu as dit déjà pas mal de choses, mais pour compléter, pour me présenter, ça fait maintenant 6 ans que je travaille dans une entreprise qui fait office de deuxième vie, puisque dans ma première vie, j'ai été footballeur professionnel, comme tu l'as dit. J'ai évolué au Paris Saint-Germain, au centre de formation. Ensuite, j'ai fait le centre de formation de l'Espérance Sportive 3 au Champagne, donc l'Estac. Et puis après, je suis parti jouer à l'étranger où j'ai signé mes premiers contrats professionnels. En Grèce, aux États-Unis, Chypre, Moyen-Orient. Donc j'ai pas mal vagabondé. Et puis donc depuis 6 ans, après une carrière d'un peu plus de 10 ans, depuis 6 ans reconverti en tant que RH, surtout sur des fonctions de recrutement, de staffing d'équipe, de développement RH au global avec la gestion de carrière des collaborateurs, de l'accompagnement de nos managers, les people review, donc l'évaluation des collaborateurs, et tout autre sujet RH. Et j'ai une appétence particulière pour le digital RH et les nouvelles technologies en ressources humaines. Au sein du groupe Vinci, comme on le disait. Oui, tout à fait. Ça fait 5 ans que j'y suis. J'ai connu une première mobilité après 3 ans chez Vinci Construction France, où j'ai développé une bonne partie du recrutement, ou du moins structuré un petit peu les pratiques dans le recrutement au sein de cette filiale. Et puis ensuite, pendant 2 ans, j'ai évolué chez Vinci Construction Grand Projet. Et là, j'avais une casquette un peu plus large, puisque au-delà du recrutement, j'ai eu un poste de HR Business Partner, où là, j'avais justement cette casquette de gestionnaire de carrière, mais aussi des mobilités de nos collaborateurs, de les accompagner sur leur quotidien, leurs problématiques, les entretiens annuels, et puis la partie business avec les managers, directeurs sur le staffing des équipes, sur comment on peut aller chercher des talents en local, comment aussi on peut féminiser nos équipes en travaux ou en études, parce que dans le BTP, c'est connu, il y a beaucoup d'hommes. Donc tout ce type de problématiques en RH qui moi me passionne et m'intéresse énormément. Je pense que j'ai bien trouvé ma voie après avoir été footballeur professionnel. Et alors, on va en parler parce que l'intrapreneuriat, ça reste quand même assez un poil chaotique, mais un changement de vie, une évolution de vie. Déjà, en vrai, comment ça se passe le moment où tu passes du milieu du football pro à un milieu où déjà, j'imagine que juste après, tu sais pas encore ça va être quel milieu. Exactement. Ce moment-là, alors, comment ça se gardes passe ? En toute transparence, c'est très difficile. Tu passes d'un moment où le matin, tu te lèves, tu vas à l'entraînement, tu tapes derrière un ballon, il fait beau, il pleut, mais tu t'éclates dans ton métier parce que c'est ta passion et que tu te donnes les moyens pour jouer le week-end et pour être performant. Et puis du jour au lendemain, tu bascules derrière un ordinateur, tu ouvres une boîte mail qui s'appelle Outlook, tu dois créer des agendas, tu dois envoyer des emails.
compliqué quand même. Mais finalement, le sujet, moi, qui m'a animé au départ, le recrutement, puisque j'ai démarré par un cabinet de recrutement qui est Michael Page, ça m'a forgé un caractère, ça m'a forgé un état d'esprit, et ça m'a surtout permis de découvrir un vrai métier, qui est celui de consultant en recrutement. Donc oui, j'étais derrière l'ordinateur les premières semaines, oui, j'ai été formé, et ça a été très difficile, mais après, petit à petit, si on aime ce qu'on fait, on y prend goût, et on avance tout doucement dans sa carrière. Et l'avantage, j'ai envie de te dire, que j'ai pu avoir, c'est que, étant donné que j'ai été biberonné à la compétition, à se fixer des objectifs, tout ce que je transmets aujourd'hui d'ailleurs aux collaborateurs que je peux rencontrer, et pas que d'ailleurs, même aux personnes lambda que je peux rencontrer qui me posent des questions sur leur vie professionnelle ou leur gestion de carrière, ça c'est plus simple. Quand tu arrives à te fixer des objectifs, à tenir une certaine ligne de conduite, le sport te donne ça, te transmet ça, et quand tu le dupliques dans le monde de l'entreprise, ça fonctionne. Donc rapidement, j'ai essayé de transposer toutes les compétences que j'ai acquises dans le monde du sport, dans le monde du football, dans le monde de l'entreprise, excuse-moi. Quand je dis dans le monde du sport, c'est évidemment le foot. Et dans le monde de l'entreprise, ça a fonctionné. Donc au bout de 6-8 mois, j'ai commencé à prendre goût, à me lever le matin, à aller au bureau et non plus à taper derrière un ballon. Mais malgré tout, ça a été difficile parce que à mon époque, il n'y avait pas de cabinet de recrutement ou de cabinet de reconversion de sportifs de haut niveau. Donc j'ai dû trouver ma voie seule, à aller creuser, à être curieux. Alors je suis curieux naturellement, mais c'est toujours bien d'être accompagné, d'être coaché pour trouver sa voie. Et je rebondis sur ce que tu dis, la creuser sa voie seule. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est un truc d'intrapreneur, ça ? Complètement. C'est une des qualités intrinsèques que doit avoir un intrapreneur. Creuser, déjà, je pense que c'est un bon terme. Quoi qu'on en dise, il faut aller chercher l'info. Il faut sortir de son bureau. Il faut vraiment ouvrir ses chakras, aller questionner, aller poser des questions, ouvrir des bouquins. Regarder ce qui se fait à l'extérieur de son entreprise. En clair, il faut être un vrai explorateur. Et donc, creuser, ça fait partie intégrante d'une des fonctions de l'explorateur. Notamment pour cultiver après derrière tous les légumes qu'il va faire pour pouvoir manger et se nourrir, qui sont les besoins physiologiques. Et ça, on en a tous besoin pour pouvoir vivre. L'intrapreneur, c'est exactement pareil. Une fois qu'il a une idée, pour la transformer en projet et l'emmener sur un business, il est obligé d'aller regarder ce que fait le marché, la concurrence. Est-ce qu'on répond à un besoin ? Parce que quand on voit de notre fenêtre ce qui se passe dans notre écosystème, on se dit ça c'est pertinent, je vais le proposer, je vais vouloir le développer. Oui, mais ça sort que de notre tête en fait. Ça sort pas vraiment des têtes des autres personnes qui sont dans la même filière que toi. Et donc il faut partager ça, il faut embarquer les gens aussi. Donc oui, ça fait partie intégrante de l'intrapreneuriat. Et alors, ce que je veux bien qu'on fasse, si ça te va, c'est que j'aimerais bien t'entendre sur, avant même que tu entendes parler de l'intrapreneuriat chez Vinci. Donc là, on est un peu de temps avant le moment où tu entends parler du programme. Ça se passe comment le boulot ? T'en es où dans ta vie de salarié Vinci à ce moment-là ? Alors où j'en suis à ce moment-là, écoute, je suis en pleine évolution, puisque d'un poste de HR Talent Acquisition Manager, je passe HR Business Partner. Donc je vois mes fonctions prendre de l'ampleur. Ça veut dire quoi, HR Business Partner ? Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont moins familiers avec le vocabulaire Vinci. C'est ni plus ni moins qu'un poste de responsable ressources humaines. Ouais. Là, il y a vraiment par contre la partie business qui prend un peu plus le pas. Il n'y a pas vraiment de traduction littérale entre le français, enfin entre l'anglais et le français. Mais si tu veux, au-delà du poste de responsable ressources humaines qui reste assez administratif, la partie business fait que tout ce que tu mets en place, tout ce que tu crées, tout ce que tu produis a un impact sur le compte de résultats et le bilan de l'entreprise. Donc il faut pouvoir présenter des résultats, chiffrer son activité. Pour un RH et pour la fonction RH au global, c'est pas évident. C'est la notion de business partner où là, on a un vrai impact. Donc je suis en pleine évolution pour répondre à ta question.
Et tout doucement, je prends mon poste, je mets en place une certaine organisation dans l'équipe que je pilote en transverse parce que je suis pas manager en direct. Je travaille avec les patrons, je travaille avec les collaborateurs, je travaille avec le service paye, je travaille avec les cadres RH qui gèrent la partie administration du personnel, je travaille avec la formation, mais je suis le point d'entrée, le point de contact pour chaque collaborateur pour aller sur tous les sujets que je viens de nommer. Et moi, j'accompagne vraiment sur la gestion de carrière. Donc, je rencontre mes collaborateurs internes, j'échange avec eux sur leurs projets, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Et après, mon rôle, c'est d'être force de proposition sur leur évolution. Quel type de formation, quel type de métier, quel type d'ambition aussi, quel type de posture faut avoir quand tu es face à ton manager. On a vraiment un rôle de conseil en interne pour nos collaborateurs. Et donc, t'entends parler de l'entrepreneuriat. Comment ça se passe ? Oui, alors, pour tout te dire, dis-moi tout. J'en ai entendu parler bien avant que ça sorte officiellement en Léonard, en interne chez Vinci, donc la plateforme de prospective et d'innovation qui promeut l'intrapreneuriat, puisque quand on est curieux, je le disais en début d'interview, il faut aller chercher les infos. Si tu restes au fin fond de ton bureau, tu peux rester longtemps, il ne se passera rien. Et ta carrière, elle sera neutre, elle sera plate. Par contre, si tu es un peu curieux, tu bouscules un petit peu les lignes et la hiérarchie, tout en restant dans le cadre, évidemment, là, tu peux avoir accès à des informations. Et donc, Léonard, le parcours intrapreneur, j'en ai entendu parler depuis au moment où on parle, janvier 2018. J'en avais entendu parler déjà 6-8 mois avant que ça sorte. Ouais, là, c'est une vraie pratique. Alors, pour prendre l'analogie avec ton milieu très RH recrutement, t'as pas attendu qu'on dépose l'annonce pas du tout. Pour créer ton poste. Quoi. Tu t'es renseigné en direct. Je me suis renseigné en direct. J'ai proposé, j'ai été voir les bonnes personnes, je pense, qui m'ont rerouté vers d'autres personnes qui ont ensuite vu mon projet, mon dossier, et il s'avérait que ces personnes-là étaient les décideurs. Donc là, effectivement, tu te dis, tu es déjà, avant que ça sorte, connu pour ton projet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais alors, ton projet, on va en parler un peu là, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Alors, est-ce que tu veux parler du projet tel qu'il est maintenant ? Donc là, pas dans l'histoire. Dans l'histoire, là, on est en janvier 2018. Là, au moment où on enregistre, on est en juillet. Est-ce que tu veux nous dire juste 2 mots sur le projet pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe maintenant et versus au moment où il sort de terre ? Très bien. Écoute, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis 1 mois maintenant, je lance l'activité Trust In chez Vinci, qui est le cabinet de sourcing digital ou le cabinet de recrutement digital interne. Et donc l'idée, c'est d'accompagner tous les pôles d'activité du groupe Vinci, que ce soit les concessions, la construction, l'énergie, Eurovia ou l'immobilier, sur le besoin en recrutement, le besoin en staffing, mais aussi, comme vous l'avez entendu, dans Trustin, cabinet de sourcing digital, il y a aussi le terme digital, et donc on a une compétence où on transmet notre savoir-faire et notre expertise sur les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn. Donc on fait aussi des sessions d'acculturation à l'outil LinkedIn, entre autres. On essaye d'essaimer un petit peu les sujets de marque employeur auprès de nos collaborateurs pour qu'ils deviennent de vrais ambassadeurs, pour qu'ils deviennent aussi des recruteurs, ou du moins des vrais sourceurs, des véritables sourceurs pour promouvoir la cooptation, ce que moi j'appelle le recrutement collaboratif. Donc voilà, ce cabinet de sourcing digital a ces 2 vocations. Une vocation sourcing recrutement et une vocation conseil, prestation de conseil, de formation, acculturation aux réseaux sociaux. Ok, on va retenir ça dans un petit coin de notre tête parce que maintenant on va passer à quoi ressemblait le projet, ton idée au départ. Au tout début. Ouais. Donc là, parce que là on en est au stade où tu as laissé traîner tes oreilles et tu sais très bien que le programme Léonard, donc, qui porte l'intrapreneuriat chez Vinci, va sortir. Et toi, tu as un truc dans la tête. Exact. Alors, encore une fois, pour tout te dire, parce que je t'ai dit tout, je l'avais dans la tête depuis 2 ans, ce projet-là. D'accord. Je l'avais dans la tête depuis 2 ans, puisqu'avec un ami, Quentin Prigent, un 24 décembre 2015, on déjeunait ensemble, ou un 25 décembre, je ne sais plus, mais en tout cas, je sais que c'était dans la période de Noël. On discutait ensemble sur les nouvelles technologies. Lui qui a plutôt une vocation commerciale et moi une vocation plutôt RH, mais il travaille dans le secteur des RH. On s'est dit il y a quelque chose à faire. Voilà moi mes constats. Donc je lui ai présenté mes constats. Lui m'a présenté ses constats. Et là on s'est dit mais typiquement on se rend compte d'un truc,
c'est que la cooptation est un sujet qui est hyper pertinent et performant pour une entreprise dans le cadre de ses recrutements, puisqu'on va plus vite, puisqu'on a des profils de qualité, et derrière, on recrute via nos collaborateurs, et donc il y a une certaine confiance qu'on leur attribue dans ce système de cooptation. Et en plus, on ne passe pas par des cabinets de recrutement externes qui coûtent extrêmement cher. Quand on s'est dit ça, on s'est dit, mais pourquoi pas créer une plateforme qui permettrait justement aux salariés de Vinci de devenir les sourceurs ou les recruteurs de talents pour l'entreprise. Et donc c'est ça ma proposition de valeur. C'est ça l'idée de départ. C'est de créer une plateforme digitale pour faire des salariés de Vinci, mais pas que, parce qu'au départ on réfléchissait pour toutes les entreprises, que ce soit des PME avec une certaine taille ou des grands groupes, pour que les salariés deviennent des véritables ambassadeurs grâce aux réseaux sociaux. Des ambassadeurs pour recruter. Voilà l'idée de départ. Et ça, tu l'as dans la tête donc pendant 2 ans. Qu'est-ce qui fait elle avance pas beaucoup plus loin que ça, l'idée, pendant 2 ans? Parce que quand vous êtes dans les grands groupes, vous avez beau parler de votre projet, parce que les gens sont sympas, ils vous écoutent, mais ils s'en foutent. Clairement. Vraiment, ils ont autre chose à faire. Donc on dit c'est bien, il a un projet, il a une idée, ok, mais finalement le sponsor, il vient pas. Donc on en parle, on matérialise même le projet. Donc c'est cette idée de plateforme. T'avais fait quoi pour j'ai fait un cube en 3D qu'on peut toucher, qui est tangible, qui est d'ailleurs sur mon bureau, pour montrer un petit peu les différentes facettes de cette future plateforme digitale, pour montrer vraiment que c'est un projet hyper sérieux dans lequel je crois et dans lequel Quentin croit également de son côté. On l'a présenté, représenté à plusieurs reprises auprès de RH, de DRH. On nous écoute, encore une fois, parce que les gens sont sympas. Mais derrière, on n'arrive pas à contractualiser. Mais tu cherchais quoi? Tu voulais que un sponsor, quelqu'un de haut placé dise allez, go, voici du temps, voici de l'argent, on y va, quoi. Exactement. J'attendais un financement, un investisseur interne qui croit en mon projet et qui se dise voilà, ton truc là me plaît bien, je te mets une enveloppe de 50, 100 ou 150 000 euros avec une organisation dans le cadre de ton temps de travail pour que tu puisses bosser sur ton projet et avancer, quoi. Et c'est pas arrivé. Par contre, quand Léonard est sorti, ou du moins quand j'ai eu l'info que Léonard allait sortir, mais là j'étais dans les starting blocks. Bah oui, t'avais déjà fait tout le boulot. J'avais déjà fait le travail. J'avais déjà commencé à tester un petit peu en interne, j'avais posé des questions auprès du réseau RH, etc. Mais encore une fois, comme il n'y a rien de formalisé, et qu'il n'y a pas de marketing aussi autour de ce que tu fais, on ne sait pas. On se dit, ouais, il a des idées, c'est bien, il est bouillant là, il propose des choses, il veut sortir du cadre, c'est très bien. Mais derrière, on ne t'écoute pas. Et ce qui est hyper drôle dans la mise en abîme, c'est que l'intrapreneuriat, c'est un sujet qui est presque avant toute chose RH. Et toi, tu le vois de l'intérieur, de l'extérieur, en transverse. Tu te dis, si talent je suis, comment est-ce qu'on me gère, quoi. Et alors, une autre question qui m'intéresse vachement, c'est est-ce que tu penses, parce que là, c'était un intrapreneur, saison 1, c'est important de le souligner pour ceux qui nous écoutent, pour les millions de personnes qui nous écoutent. Je te le souhaite, je nous le souhaite, évidemment. Ça sera quand on sera en 2022 et que les gens le réécouteront, ils vont dépoussiérer, ce sera vintage. Non, mais alors plus sérieusement, est-ce que tu penses que surtout dans une saison 1, la plupart des intrapreneurs, ça va être des collaborateurs qui ont déjà un truc dans la tête depuis longtemps? T'as tes copains de promo de Léonard saison 1. Est-ce que vous êtes beaucoup à avoir déjà gambergé sur le sujet, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont juste pris le train en marche? Ce qui est bien aussi, il n'y a pas de jugement là-dessus. Les 5 projets qui sont passés en accélération. Yes. Alors si tu me permets, je reviens juste quand même pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien comment fonctionne le parcours intrapreneur chez Vinci. Léonard donc propose une brique intrapreneuriat, mais pas que, puisque Léonard, donc la plateforme de prospective et d'innovation de Vinci, c'est aussi, comme son nom l'indique, de faire de la prospective sur les nouveaux métiers, sur les différentes formes d'organisation de travail qui arriveront dans le futur à horizon 20-25 ans. Quand on parle de prospective, on ne parle pas de moyen terme, on ne parle pas de 5 à 10 ans. Là, on est vraiment sur 20-25, voire plus, sur la transformation des métiers. On va parler de véhicules autonomes, d'autoroutes intelligentes, de smart building, etc. Ça, c'est une des briques aussi de Léonard. Et une troisième brique, c'est j'accompagne des startups ou j'investis dans des startups qui sont en lien avec les métiers du groupe
pour pouvoir être innovant. Parce qu'avant toute chose, on va chercher l'innovation. Et donc, l'intrapreneuriat, c'est de l'innovation. Parce que par définition, l'intrapreneuriat, c'est quoi ? En tout cas, comment ce sujet-là est défini chez Vinci. C'est tu es salarié de Vinci, tu as une idée qui peut se transformer en business. Et bien, Léonard t'accompagne sur un parcours de 2 fois 4 mois pour développer ton idée en projet, puis en business. L'accompagnement est sur les 4 premiers mois, c'est là où on va parler de phase incubation, où tu as une journée par semaine pendant 4 mois où tu es détaché pour travailler sur ton idée. Donc tu vas aller creuser le marché, tu vas regarder si tu réponds à un besoin, s'il y a une marketplace, s'il y a des clients potentiels, s'il y a des concurrents potentiels. Et une fois que tu as validé tout ça, tu présentes tes résultats au bout de 4 mois devant qui ? Devant des investisseurs, devant le COMEX de Vinci. Et quand on parle du COMEX de Vinci, c'est Xavier Huillard, président directeur général, c'est Pierre Copé, sponsor de Léonard et directeur général adjoint, c'est Philippe Devost, directeur de Léonard, c'est des investisseurs externes. Tout ce beau monde-là, il faut être prêt. Et oui. C'est un peu un nouveau monde, quoi. Quand un mois avant, tu avais des objectifs recrutement qui étaient très clairs, là, c'est un peu la même chose que quand tu te lèves le matin pour aller taper ton ballon, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Là, tu as refait le même saut, quoi. Tu refais un saut dans le vide, tu arrives dans un nouveau monde, c'est une nouvelle sphère, c'est un nouvel écosystème. Et ce jour-là, tu as intérêt à être prêt quand tu présentes tes résultats parce que ton pitch, qui va te permettre de passer en phase d'accélération, pour pouvoir être détaché à 100%, parce que c'est ça la phase d'accélération. La deuxième partie des 4 mois, c'est pendant 4 mois, tu es détaché à 100% pour travailler sur ton idée qui est devenue projet et qui va se transformer en business. Et donc, il faut être percutant vis-à-vis des patrons. Parce que c'est les patrons qui vont signer le chèque pour dire pendant 4 mois, on le prend en charge, son salaire, ses déplacements, etc. pour qu'à terme, il sorte une activité ou un business en lien avec les métiers de Vinci. Ouais, alors ça, petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent aussi. Là, il s'avère que c'est un projet par Vinci pour Vinci. Ton projet, Trustin. Tout à fait. Dans les autres projets de la promo, il y a des projets pur business, que ce soit dans la construction, dans l'infra, qui sont orientés vers l'extérieur. Donc c'est encore un autre monde, mais dans le même programme. Et c'est vachement intéressant, le côté promo. Tout à fait. Et pour répondre du coup maintenant à ta question de départ, qui est est-ce que les intrapreneurs qui sont passés en phase d'accélération ont déjà ou avaient déjà une idée ? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'on n'arrive pas, en fait, quand Léonard sort, on a un concept, on a une idée, mais forcément, elle est déjà aboutie. On ne peut pas arriver sur un truc qu'on ne maîtrise pas, ou du moins, on se dit, il y a peut-être un truc à faire. Non. Les 10 intrapreneurs qui sont passés dans la phase incubation, donc les premiers 4 mois, la phase 1, on était tous convaincus. Donc, ils y avaient déjà réfléchi à leur sujet. Pourquoi ? Parce qu'elles répondaient déjà à une problématique de leur écosystème et de leur environnement. Et j'aime bien reprendre une citation de Philippe Devost qui disait « Un bon intrapreneur », donc Philippe Devost qui est le directeur de Léonard, c'est un intrapreneur qui maîtrise son environnement et écosystème et qui est capable, au-delà de la maîtrise, de proposer des solutions innovantes pour améliorer les processus. Mais une fois qu'il a dit ça, il a tout dit. Je ne vais pas m'inventer à aller proposer des idées sur des sujets d'intelligence artificielle ou de véhicules autonomes. Je n'y connais rien. Par contre, sur mon sujet RH, je vois qu'il y a une opportunité de développement de plateformes pour formaliser la cooptation qui n'est pas formalisée chez nous, qui se fait de façon un petit peu disparate dans le bouche à oreille, ou voilà, c'est pas formalisé. Là, je me dis, il y a un truc à faire. Et donc là-dessus, je fonce. Parce que je sais comment transformer cette idée en business. Et ben, c'est la même chose pour Karim Selouane sur le projet Résalliance, qui est un projet... un copain de promo. Un copain de promo, effectivement, et qui est un projet lié à la transformation ou au changement climatique et comment prendre en considération la construction d'ouvrages dans le cadre de ces prochains changements liés au climat. Il y va de même pour Damien Baon avec son projet Réalib, qui est un autre projet de bâtiment réhabilitation. Il y va de même pour Alice Blouette sur son projet d'impression 3D en béton pour la zone des Émirats Arabes Unis. Et il y va de même pour Jérôme de Tomasi, qui a un projet Waste Marketplace, qui est un projet sur la gestion des déchets sur nos chantiers.
et comment on peut les, si je dis pas de bêtises, les recycler pour pouvoir les réutiliser derrière. Donc, tu vois, je pense que les 5 intrapreneurs qui sont passés en phase d'accélération avaient déjà cette idée-là depuis 1, 2, peut-être 3 ans, voire plus pour certains. Alors, et ils attendaient que le bon moment. On va pas griller les étapes, parce qu'avant l'accélération, donc tu as les premiers mois d'incubation. Là, très concrètement, ces 4 premiers mois, tu les vis comment ? Alors quand je dis tu les vis comment, c'est vraiment au sens, tu rentres chez toi le soir, qu'est-ce que tu dis à ta femme et à tes enfants, quoi ? Oh là là. Papa est en incubation. Disons que ces 4 premiers mois que j'ai adoré, c'est vraiment la phase que j'ai préférée. Donc là, on rappelle, hein, c'est-à-dire tu as une journée par semaine, c'est ça ? C'est ça, une journée par semaine. Sur laquelle tu bosses sur Trustin plutôt que ton métier de tous les jours. Exactement. Mais c'est d'ailleurs, en tant que responsable RH ou HR Business Partner, je viens toujours au bureau habillé en costume. Ouais. Costume, cravate, parce que je rencontre des candidats, parce que je rencontre mes patrons et parce que c'est mon métier qui veut ça. Une fois que je suis passé en mode intrapreneur, j'ai fait 2 choix stratégiques qui me semblaient importants. 1, j'ai choisi tous les vendredis pour bosser sur mon projet. Ouais. Pourquoi les vendredis ? Parce que les gens sont plus cool. C'est bientôt le week-end et donc on a plus de temps pour te recevoir ou t'écouter. Parce que l'objectif pour moi, c'était d'aller présenter mon projet au réseau RH interne et de les embarquer dans ce projet-là avec moi. Donc de les convaincre. Et donc ils avaient le temps pour me recevoir. Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, c'est quand même compliqué. En tout cas, c'est plus compliqué que le vendredi. Et 2, j'enlevais le costume du RH pour être en mode intrapreneur. Tu venais en basket ? Quelque part. J'irais pas jusqu'au basket, même si ça m'est arrivé parfois, mais j'étais plutôt en mode effectivement jean ou pantalon basket ou voilà, en mode un peu plus cool, alors, casual on va dire. Vous voyez pas Samir, mais là on est au bureau et il est en basket. Ouais, je balance. On est vendredi en même temps. T'as bien joué là. Donc une journée par mois, tu es là, ce que tu me dis. Une journée par semaine. Pardon, excuse-moi, une journée par semaine. Et tu me dis, ouais, très cool. Le sentiment qui prédomine, c'est cool, c'est excitant. Mais totalement. Ouais. Tu sors de ta zone de confort, c'est clair. Parce que déjà d'une, tu es accompagné par des coachs, par des mentors, en plus des coachs brillants, n'est-ce pas Alexis ? Peut-être que j'ai été un peu coach de Samir. Mais bon. On va pas le dire. Non, mais pour être très sérieux, l'accompagnement il est juste génial parce que tu apprends beaucoup de choses. Notamment sur la partie business. Autant la partie métier, tu connais. C'est mon quotidien, je maîtrise. Autant sur la partie, va chercher tes concurrents, va les challenger, comprends leur business plan, leur business model à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans, etc. Trouve un modèle économique pour devenir un vrai business et pour montrer à tes patrons que la fonction RH peut aussi être créatrice de business et non pas un centre de coût, parce que malheureusement, on a souvent cette image-là, et que les RH, ils ne font jamais rien, ils sont dans leur coin et ils coûtent de l'argent. Or, la RH, elle est indispensable en interne. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais je serais ravi d'en reparler. Donc, cette période d'incubation, elle est juste géniale. Je suis sorti de mon bureau. Quand je dis je suis sorti de mon bureau, j'ai été voir mes homologues de chez LinkedIn. J'ai été voir mes homologues de chez Microsoft. J'ai eu l'occasion de rencontrer le DG France de Microsoft. J'ai eu l'occasion également d'aller me confronter à des sujets informatiques, IT, sur des sujets comme rédiger des spécifications fonctionnelles, puisque je suis sur une plateforme digitale. C'est quoi la maîtrise d'œuvre ? C'est quoi la maîtrise d'ouvrage ? C'est quoi un product owner ? C'est quoi, etc., etc. Donc, au bout de 4 mois, t'en sors grandi, tu vois, de cette expérience. Mais c'est génial. Génialissime, j'ai envie de te dire même. Vraiment. Donc, voilà. 4 mois, fabuleux. Et là, tu me corriges si t'es pas d'accord, mais dans ces 4 premiers mois, le projet, il s'est surtout consolidé. Il a pas encore shifté, il a pas encore pivoté tant que ça. Il s'est consolidé autour de la logique de plateforme, autour de tout ce qui est autour de la cooptation. T'as bien compris le marché, tout ça. Je dirais même qu'il a mûri. Il a mûri, ouais, c'est un bon terme. Quand tu passes en accélération, parce que donc c'est la phase 2 où il y a moins de gens, où vous êtes 5 en accélération. Où là, c'est un investissement pour Vinci qui est beaucoup plus important parce que tu es détaché à 100%. Parenthèse, toujours pour ceux qui nous écoutent, c'est bien, faites ça. Dans les programmes d'entrepreneuriat, je sais bien que c'est pas facile, mais à un moment donné, c'est comme ça que ça marche.
Là, c'est pas pareil, c'est pas si simple, c'est pas le même monde, j'ai envie de dire, parce que là, en plus, on l'a vécu à différents moments ensemble. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette phase-là ? Écoute, oui, on peut se poser la question de pourquoi j'ai moins aimé cette phase-là. D'abord, une des premières réponses, c'est de dire j'avais une idée au départ et je pensais être révolutionnaire. Évidemment. Comme tous les intrapreneurs ou tous les entrepreneurs qui se lancent et qui se disent j'ai une idée, je vais développer ça. Or, Coco, ton idée, elle existe déjà. Alors maintenant que tu fais le mentor pour des jeunes entrepreneurs et des étudiants en Startup Weekend, on le voit très bien de l'extérieur quand l'idée elle a l'air révolutionnaire, mais que toi tu vois les choses, les failles, et c'est normal. Toutes les idées, c'est trop fragile une idée, il y a trop de failles. Exactement. Au départ, on se dit ça va être génial, ça va être super, mais juste pour arriver à un semblant de projet, la marche elle est déjà assez haute et elle est difficile à franchir. Et là, ça fait donc plusieurs mois que tu travailles, que tu consolides, que tu bichonnes cette idée que tu as depuis 2 ans. Donc c'est juste pour qu'on se rappelle bien l'attachement d'où il commence, quoi. Exact. Donc ça fait 2 ans où je suis convaincu que cette idée-là, elle est quelque part révolutionnaire. Et que je vais peut-être être le futur Mark Zuckerberg de Vinci. Or, ça n'a pas été le cas du tout. C'est-à-dire que quand tu passes en phase d'accélération, tu te confrontes à la réalité qui est quand tu rencontres en incubation tes futurs clients qui te disent « il n'y a pas de problème, j'achèterai », et que là, maintenant, tu es en accélération qui te disent « mais en fait, ton idée, elle est très bonne, on se l'approprie et on le fait nous-mêmes, sans toi, mon grand ». Ça, tu te dis « aïe, bienvenue dans la réalité et dans the real world ». C'est clair. Donc là, c'est difficile, tu prends une grosse claque. Après, il y en a quand même qui te font confiance et que tu as embarqué et qui veulent bien tester et donc être en mode POC, Proof of Concept, et donc te donne carte blanche pour y aller et pour tester pendant 4 mois. Mais quand j'ai vu que déjà il y a des concurrents sur le marché, même si quand il y a des concurrents, ça veut dire que potentiellement il y a du business à se faire puisque la part du gâteau elle peut être partagée, mais cet argument vis-à-vis d'un investisseur ou d'un patron, ça ne passe pas. Il fallait que je pivote. Ça, c'est il y a, je sais plus qui disait ça, il y a un truc qui dit sur Internet, si tu es bon en quelque chose, il y a forcément un enfant coréen quelque part qui est meilleur que toi sur YouTube. L'innovation, c'est un peu ça, t'es toujours le meilleur jusqu'à ce que tu te rendes compte que l'idée, elle existe déjà et que c'est une start-up qui le creuse depuis 3 ans. Bien, exact, et qui sont déjà en avance. Et donc, attends, il faut que tu pivotes. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes un peu de détails sur ce pivot, de comment ça s'est passé en vrai. Alors d'où ça vient en fait ? D'où ça vient finalement, quand on se rend compte que la cooptation est un des éléments du sourcing, tu te dis, c'est quoi le vrai besoin finalement en interne ? Le vrai besoin des RH chez Vinci. La fonction RH, qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui en termes d'innovation ? Alors effectivement, on va parler de plein d'outils qui peuvent exister, des outils de sourcing, des outils de recrutement, de tests de personnalité, pour aller beaucoup plus vite, de la visio. Alors je fais exprès pour faire de la pub pour les différentes technos qui existent déjà sur le marché, mais blague à part, voilà ce qu'on attend. On attend de l'innovation. Le vrai besoin, pour en avoir discuté avec Thierry Covello, qui est mon nouveau patron, et Franck Mougin, qui est le DRH de Vinci, c'est le sourcing en interne. C'est le sourcing. Comment on va chercher des candidats en externe ? Parce que le business est reparti notamment dans le pôle construction, par exemple au niveau France, et on est en quête de profils production, donc des ingénieurs travaux, des directeurs de travaux, des chefs de service, des fonctions techniques aussi, des fonctions support également. Et donc on a du mal à aller les chasser et à aller les trouver. Ça, c'est le premier constat partagé avec Thierry et avec Franck. Et Thierry m'a dit, écoute Samir, ton projet est intéressant, mais en termes de time to market, tu es soit trop en retard, soit trop en avance. Trop en retard, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des plateformes existantes sur le marché, qui existent depuis 3, 4, 5 ans. Alors pourquoi on va mettre des centaines de milliers d'euros pour en refaire une ? Exactement. Ça, c'est la première chose. Trop en avance, pourquoi ? Parce que en interne, chez nous, on a une multitude d'outils digitaux, des applications qu'on n'utilise pas ou peu ou qu'on n'optimise pas suffisamment, et que toi tu vas venir avec une nouvelle plateforme digitale. Donc ça peut potentiellement être un flop. Et pour les filiales qui sont plus matures pour utiliser une plateforme, elles vont te dire mon besoin c'est maintenant, toi le temps que tu crées ta plateforme, t'en as pour 1 an,
jusqu'à 18 mois. Donc, time to market, on n'est pas bon. Par contre, il y a un vrai sujet, c'est le sourcing. Creuse, parce que nous, quand on discute avec les DRH, il y a une vraie problématique sur ce sujet-là. Et donc, je suis reparti très clairement d'une feuille blanche, bien évidemment avec tout le savoir-faire qui m'a été transmis pour construire un nouveau business model, une nouvelle proposition de valeur et un nouveau business plan sur ce sujet du sourcing. Mais je n'allais pas aller que là-dessus, parce que faire du sourcing ou proposer du sourcing aux filiales, c'est très réducteur et c'est un métier usant qui est time consuming, qui ne paye pas toujours ses fruits, qui ne porte pas toujours ses fruits. Donc, j'ai proposé aussi d'autres sujets et d'autres alternatives. Et l'idée des réseaux sociaux est venue de là aussi. Et d'autres idées ont émergé. Alors, je ne vais pas tout te dire, évidemment, je garde un peu de secret. Mais disons qu'aujourd'hui, si cette structure Trust In fonctionne, et elle fonctionnera parce que j'en suis convaincu, dans 3 ans, on propose d'autres activités connexes à cette activité interne. Et alors là, on va faire une pause pour se rendre compte de ce qui se passe, parce que c'est un truc qui arrive tout le temps à l'extérieur, dans les entrepreneurs. Alors c'est difficile pour tout le monde, hein. C'est, toi, ça fait des mois, voire des années un peu que tu travailles sur une solution, et un investisseur interne, c'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir de te dire allez, on y va, on le fait pour de vrai, et moi je m'engage à ce qu'on le fasse, ce qu'il te dit c'est, plus ou moins, oui, alors tu as très bien compris le problème est un vrai problème pour nous, en revanche la solution que tu me proposes comme ça, elle n'est pas suffisamment aboutie. Revois ta copie. Exact, c'est ça. J'ai confiance en toi et j'ai confiance dans le fait que tu as touché à un point où ça fait mal. Ouais. Par contre, la réponse que tu donnes, ça, j'achète pas, Samir. Alors, comment tu te sens à ce moment-là ? C'est dur. C'est super dur. C'est super dur parce que c'est là où je te dis j'ai pris une claque. Ouais. Clairement, hein, j'ai pris une claque parce que depuis 2 ans, j'y croyais à fond dans mon projet. Et je suis surtout tombé amoureux de mon idée et de mon projet, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand tu es entrepreneur ou intrapreneur. On en rigole, mais c'est une réalité. Il ne faut jamais tomber amoureux de son idée. Parce que... Ouais, mais on n'y arrive pas. Je sais que c'est très dur, je sais, mais il faut prendre suffisamment de recul pour éviter la semaine qui a suivi ça, où ça a été psychologiquement difficile à l'accepter pour pivoter. Et qu'est-ce qui t'a aidé à transformer ton amour pour cette idée en amitié ? À ce moment-là. C'est beau ce que tu viens de dire. C'est très beau. En fait, je me suis dit un truc. Je me suis dit, si je vais sur le créneau de l'activité sourcing, recrutement, plus les réseaux sociaux, on reparlera à un moment donné de mon idée de plateforme. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis dans un tiroir, que je réouvrirai dans quelques mois, voire quelques années. Ça fait partie d'une des activités connexes que je compte développer à horizon de 3 ans. C'est dans mon business plan, il y a une ligne pour ça. Mais tu l'as remis à sa place, entre guillemets. Exact. Aujourd'hui, c'est pas le bon timing, ça répond pas vraiment aux besoins. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais, oui, je fais un peu de mentorat dans le cadre du Startup Weekend avec WeShape Lab. Qu'on salue. Bonjour WeShape Lab. Exact. Candice et Adam, je vous salue évidemment. Très sympa aussi. Quand je fais du mentoring, la première question que je pose aux entrepreneurs que j'ai vus, c'est est-ce que vous répondez vraiment à un besoin ? Mais pas de votre fenêtre, à un vrai besoin de marché. Parce que vous êtes là entre vous à 10 à discuter autour de ce sujet-là, ça se trouve, vous êtes complètement à côté de la plaque en fait. Donc, quelque part, j'étais pas complètement à côté de la plaque, sinon on ne serait pas là pour en parler, mais c'était pas le sujet du moment. Et donc, j'ai retravaillé ce que je te disais sur un nouveau business plan, un nouveau business model. Et là, de toute façon, tu n'as pas eu à chercher loin, parce qu'en fait, c'est ton marché interne qui te l'a dit. Exactement. T'a dit, ça, j'achète pas, ça, voilà. J'achète. Exactement. Ok, je vais faire ça, du coup. Exact. Je pivote et je réponds aux vrais besoins et aux vraies problématiques de mes clients internes. Moi, tu le sais très bien, un des sujets qui me passionne le plus, c'est vraiment la réalité de ce que c'est que d'être entrepreneur. À la limite, j'irai pas jusqu'à dire que les projets, je m'en fous, mais si je suis provoque, c'est ce que je vais dire. Qu'est-ce que tu as envie de dire ou de partager ou de donner comme conseil à peut-être des personnes qui nous écoutent, qui montent des programmes d'entrepreneurs, enfin, en tout cas qui gravitent autour d'entrepreneurs, mais qui n'en sont pas eux-mêmes. Qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme lecture de ce que c'est qu'en fait d'être entrepreneur, qu'ils voient peut-être pas forcément ? Quand tu dis qu'ils gravitent, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'encadrement ? Par exemple, ouais. Des gens qui montraient un Léonard autre part. D'accord. Et qui du coup travaillent toute la journée avec des entrepreneurs, mais ne sont pas des entrepreneurs, ils n'ont pas l'attachement, l'amour à leur idée, tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur
donner comme conseil Ce que je leur dirais, c'est jouer votre rôle pleinement. Quand je dis jouer votre rôle pleinement, c'est à la fois dans le côté positif, mais aussi dans le côté négatif. Dire quand c'est bien, dire quand c'est pas bien, dire quand ça va et dire quand ça ne va pas. Parce que ce qu'on attend, nous, c'est pas qu'on nous caresse dans le sens du poil quand tu es intrapreneur. On a besoin de prendre des claques. C'est ce qui nous fait avancer. C'est cette capacité à pouvoir se relever systématiquement quand tu prends une claque ou quand tu prends un punch. L'objectif, c'est ça. Donc, la personne qui t'encadre, en tout cas, moi, mes attentes, et j'en ai été super content et on a discuté à plusieurs reprises, c'est que j'ai apprécié l'accompagnement des coachs, des mentors, que ce soit Johan Hébert, que ce soit Maxime Guillot, que ce soit Pierrick Bouffaron, qui me disaient... Qu'on salue également, tous ces gens-là. Bien évidemment, on leur dit un grand bonjour et surtout un grand merci pour leur accompagnement. Et j'en oublie, Ludovic Demière, qui a été mon mentor interne, qui est le DRH de Rovia, Thierry Covello, qui est mon directeur actuel, qui a cru et croit en mon projet, tout comme Franck Mougin. Évidemment, toute la filière RH aussi qui m'a soutenu, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'étais le seul projet RH dans un groupe de la construction du BTP très industriel. Et donc, la fonction RH est présente sur un sujet innovant. Je pense que c'est à souligner et j'ai envie de dire même à surligner, à mettre en gras caractère 10, 12, 15. Mais tout ça pour dire que voilà, ce que j'ai demandé et ce que j'ai eu, c'est ça. On te dit la vérité, quoi. Donc de la transparence. Même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile à entendre. Après, l'intrapreneur, et si je dois donner un conseil à un intrapreneur... donne des conseils aux entrepreneurs aussi. Mais déjà, prends bien la critique. Tout ce qui vient, il faut prendre. Que ce soit bon ou pas bon, on s'en fout, tu prends et tu analyses. Tu prends et tu analyses, tu prends un peu de recul. Des fois, ça fait très mal, parce que quand on te dit là, c'est de la merde, t'es pas bien, t'es pas bon, tu fais un pitch devant un investisseur de 5 minutes, t'as pas été bon, il te le dit, il faut être capable de l'entendre et de se remettre en question et de repartir bosser. Et qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à te remettre en question? Parce que t'es comme tout le monde, hein, c'est pas facile et des fois on peut être tenté de dire c'est difficile ou bien non, ils comprennent pas. Qu'est-ce qui, toi, t'aide ou t'a vraiment aidé à calmer le jeu, à faire tout ça, quoi, à accepter, à prendre toutes ces critiques? Je pense que c'est mon côté sportif professionnel de haut niveau. Ouais, t'en as pris des claques dans le sport toute la journée. Depuis l'âge de 8-10 ans. Quand tu commences à rentrer dans les centres de préformation, les centres de formation, qui plus est le Paris Saint-Germain qui est, à mon époque et même encore aujourd'hui, l'élite du football français, tu rentres dans ce centre-là, les coachs ils te font pas de cadeaux. Le football français qui est lui-même l'élite du football mondial. Écoute, on le saura dans quelques jours. Si on a tort, on va croise les doigts pour eux, mais effectivement, au niveau mondial, c'est assez extraordinaire. Et puis même si on parle pas de cette Coupe du Monde aujourd'hui, on regarde sur les dernières grandes compétitions depuis 2010, et même avant, on est soit demi-finaliste, soit finaliste. Mais là, ça me fait venir une image, je sais pas si ça te parle. Est-ce que tu penses que ça serait intéressant pour des... Parce que bon, là où c'est entre guillemets pas juste, c'est toi, tu as été sportif de haut niveau, donc tu connais, tu as vécu. Il y a plein d'entrepreneurs qui ne pourront pas utiliser ce petit tips-là. Est-ce que tu penses que ça pourrait pas être marrant de se dire je suis entrepreneur, je suis un sportif de haut niveau, donc de la même manière que j'imagine bien que si je cours pas assez vite, il y a personne qui va me dire non, t'inquiète pas, tu progresseras. On va plutôt te dire vas-y, fais des tours de stade, débrouille-toi, apprends à aller plus vite. De te mettre un peu dans cette position de je suis sportif de haut niveau, il va y avoir des coachs qui vont, en anglais on dit tough love, l'amour dur du coach. Mais je suis d'accord, il faut avoir cette posture-là. De sportif de haut niveau, il faut vraiment mettre le costume de sportif de haut niveau ou sportif professionnel. Ta préparation, de toute façon, c'est assez simple. Quand on te demande de regarder tes slides, pas de faute d'orthographe, structuré, ton discours structuré, de le répéter, re-répéter, re-répéter, c'est pour être bon le jour J. T'imagines, on fait des 4 jours de répétition intensive pour une répète de 10 minutes. Quand tu regardes, transpose ça au modèle du sportif de haut niveau. Ouais. Il s'entraîne toute la semaine, toute l'année pour une Coupe du Monde, pour être performant sur un match d'1h30 ou sur une compétition effectivement qui va durer 1 mois, mais il a bossé 1 an, 12 mois pour être bon 1 mois. T'imagines ? C'est pareil. Un intrapreneur, il faut qu'il ait cette posture-là. Tu bosses pendant 6 mois, 8 mois pour prendre des claques, mais par contre, le jour J, t'es pertinent et t'es performant et c'est là où on dit tiens, je l'ai détecté lui. Son idée, elle est pas trop mal, mais à la limite, je m'en fous de son idée.
C'est ça perso que je vais aller chercher. Ça, c'est super important parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est très connu que les investisseurs investissent beaucoup sur les gens et sur les postures. Dans l'intrapreneuriat, c'est pareil. C'est-à-dire, quand les choses sont bien faites, et ça a été le cas pour toi, il y a plusieurs personnes sur le chemin qui se sont dit « Alors attends, son idée, je ne sais pas si je suis d'accord sur tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Samir, j'ai confiance en sa capacité à porter le truc et à le faire pivoter au besoin. » Bon, ils ont eu plutôt raison, pour le coup. Je crois. Mais donc, ça veut dire qu'il faut investir sur soi-même quand on est entrepreneur et le savoir. Tout à l'heure, tu me posais la question de mes enfants, ma famille. Ils m'ont beaucoup encouragé dans cette démarche. On les salue. Également, je vous aime, mes enfants Liam, Tenaya et également ma femme Sandrine, qui m'a soutenu également. Donc, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire, il faut être entouré de personnes positives qui t'encouragent. C'est important aussi. Hein. Parce que c'est ce chemin que tu traces, tu n'es pas seul. Et moi, systématiquement, et tu le sais, j'ai remercié tous mes coachs. On les a remerciés déjà tout à l'heure. Tous mes mentors, la direction de Vinci. Non pas pour faire genre, ouais, ils remercient. Non, c'est pas le cas. C'est parce que pendant 8 mois, quasi 1 an, je me suis éclaté. J'ai eu une chance de folie. Parce que vivre ce que j'ai vécu et ce que nous avons vécu, les 10 intrapreneurs, puis les 5 en phase d'accélération, ça, on le vit pas dans d'autres boîtes. Il faut s'en rendre compte de ça aussi. Non, mais c'est vrai. Avec tous les moyens qui sont mis à ta disposition, c'est quand même assez incroyable d'avoir un coach qui vient t'accompagner sur une journée pour échanger sur ton projet. C'est perso, quoi, tu vois, c'est du personnel. Et tu montes en compétences. Je te dis, hein, tout ce que j'ai appris là en 1 an, c'est à peu près le travail de 3-4 ans au sein de Vinci. Et ça valait la peine de se prendre des claques, d'être au fond du seau. Mais j'en redemande même, si tu veux, j'en redemande. Si c'était à refaire, je refais la même. Ah oui, j'ai aucun regret là-dessus. Donc, je te disais, travail d'équipe. C'est aussi un travail d'équipe. Et les personnes qui créent des parcours intrapreneurs dans leur boîte, il ne faut pas qu'ils voient que l'intérêt des projets. Il faut aussi qu'ils voient l'intérêt des individus et donc des collaborateurs. Si ça marche, tant mieux. On va l'emmener vers là. Si ça ne marche pas, comment on le réintègre dans l'organisation classique, ou comment on lui fait une mobilité, ou comment on lui adapte un poste, ou comment ce corporate hacker va être vu en interne et comment on va l'accompagner pour qu'il soit bien vu. Parce que quand on rentre dans un parcours intrapreneur, pour moi, il n'y a pas d'échec. Tout le monde y gagne. Même si le projet ne sort pas, l'individu en tant que tel, il a évolué, il a progressé. Intrinsèquement, hein, dans ses compétences à la fois comportementales mais aussi techniques et organisationnelles liées à son métier, il a progressé. Et donc, il n'y a que des victoires. Parce que même la boîte, elle arrive à aller dénicher des personnes qui sont talentueuses, qui sortent un petit peu du cadre, pour qu'ils puissent s'exprimer dans un contexte où ils ont envie d'aller, où les collaborateurs ont envie d'aller. Et alors, ça me fait me poser une vraie question, parce que donc là, l'histoire se termine de la meilleure manière possible, enfin commence en fait. Pour moi, elle se termine sur le parcours intra, mais elle commence mais ça commence parce que, donc, on le répète, hein, tu es responsable de l'activité Trustin que tu lances avec une équipe, donc pour vraiment faire la différence en termes de recrutement et de sourcing, ainsi que de formation aux nouvelles méthodes et techniques de recrutement pour la filière RH de Vinci. Allez, ça se serait pas passé comme ça arrive, etc. Toi, t'aurais aimé qu'on t'accompagne comment vers un retour à une vie Vinci ? Comment t'aurais aimé que ça se passe ? Parce que c'est très difficile quand même. Bien évidemment, tu le prends comme un échec, c'est clair. Toi, personnellement, hein, j'entends. Ouais. L'entrepreneur le vit forcément comme un échec. Alors comment t'aurais aimé qu'on te remette le pied à l'étrier ? Si tu veux, l'avantage que j'ai eu, moi, dans ce cadre-là, c'est que si ça n'avait pas fonctionné, mon projet, j'avais évolué dans ma fonction RH. Ouais, c'est vrai. Donc finalement, j'y gagnais quoi qu'il arrive. Je revenais sur un poste de responsable RH ou HR Business Partner avec tout l'ampleur qui va bien et un scope assez large. Donc j'ai une évolution. Ou alors je développe mon business en interne. Et c'est une évolution également. Donc dans les 2 cas, je gagnais. Si maintenant, on prend le cas où je reviens sur mon poste de base, j'aurais été voir mon patron, donc mon DRH, pour lui dire, écoute, j'aimerais bien travailler aussi sur tel ou tel sujet pour être différenciant. Et je pense qu'en termes d'ouverture d'esprit, il m'aurait écouté et on aurait trouvé des solutions. Parce que l'objectif après, c'est que je puisse m'épanouir au-delà du quotidien. Et comme j'ai démultiplié mes compétences, je suis capable de faire autre chose et on aurait pu
ensemble travailler sur une stratégie RH. Alors quand je dis travailler sur une stratégie RH, c'est pas la stratégie globale de l'entreprise, mais peut-être sur des sujets d'outils, peut-être sur des sujets de process, voilà. Ouais, en fait, c'est vraiment de la même manière que t'as pas attendu Léonard pour penser à un projet et essayer de faire le renard pour rentrer par la porte, par la fenêtre, par la lucarne avec ton projet. Fin de Léonard, passer le petit moment de deuil bon bah ça a pas marché, tant pis. Tu serais reparti avec ces nouvelles forces pour dire écoutez, attendez, j'ai pas été pris mais j'ai appris plein de choses. Comment on fait quelque chose quand même, quoi. Exactement. Tout en gardant ma fonction et en essayant d'élargir. Je pense que le management est suffisamment à l'écoute. Après, faut pas croire qu'on vit dans le monde des bisounours. Il y a forcément certains sujets qui s'y prêtent pas non plus à laisser la place à l'innovation pour un profil interne. Et donc là, c'est peut-être un peu plus dur en termes d'accompagnement. Mais l'objectif, c'est que justement l'entreprise accompagne aussi ce collaborateur dans une mobilité, s'il faut qu'il y ait une mobilité interne, dans la création peut-être d'un nouveau business, d'un autre business peut-être pour cette personne-là. Voilà, je pense qu'il faut faire du sur-mesure quelque part sur ces profils qui sont finalement, au-delà d'être des intrapreneurs, des vrais corporate hackers, parce qu'ils mettent le doigt, et on a mis le doigt là où ça fait mal et là où on a identifié des sujets d'innovation, où on peut être plus performant, parce que c'est lié au business toujours. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie responsabilité de l'entreprise, en tout cas, pour ne pas les laisser ou ne pas laisser ces intrapreneurs dans la nature et les laisser quitter l'entreprise. Au contraire, je pense qu'il faut les accompagner et il faut qu'ils continuent à avoir cet esprit un petit peu critique, mais positif pour l'entreprise. Ok, bon bah je pense qu'on a fait une grosse partie de l'histoire. Merci beaucoup, on va arriver un peu à la fin de la discussion. J'ai une dernière question pour toi, qui est assez cliché, mais elle est très frappante, je pense, dans là où t'es. Si tu devais revoir le Samir de janvier, donc juste au tout début du parcours d'entrepreneuriat, t'auras envie de lui dire quoi? Ou t'auras envie de lui donner quel conseil? Fonce. Fonce, c'est le bon choix. Je lui dirais, vas-y, fonce. Pourquoi, il avait des doutes? Évidemment, j'avais des doutes au départ. T'arrives sur un truc, tu sais pas. En plus, on est la première promotion. Ouais, c'est vrai. Tu vas essuyer les plâtres. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. En termes de visibilité, comment tu vas être perçu en interne? Comment vont percevoir ta fonction, tes managers, comment ils vont te percevoir, ta filière RH. Quelque part, tu peux aussi beaucoup perdre. Parce que la première impression que tu vas donner au COMEX de Vinci, aux investisseurs, au comité Léonard, ils t'ont jamais vu, ils te connaissent pas. Donc tu vas être jugé sur 10 minutes de présentation qui reflètent pas forcément ta personnalité, ton talent, ton état d'esprit et tout ce qui s'ensuit. Donc tu peux aussi beaucoup perdre. Parce que tu te plantes, on va dire, il est rentré dans le parcours, mais il s'est planté. Donc évidemment que j'avais des doutes. Après, c'est pour ça que si tu me poses la question de si je reviens en arrière, je lui dirais, mais Samir, fonce. C'est que du bonheur. Et je me suis éclaté. Bon, merci beaucoup, Samir, pour ce bon moment et pour le premier épisode de ce podcast. Peut-être qu'on te reverra d'ici quelques années pour voir comment tout ça a évolué. Je pense que ça apprend et apporte beaucoup de choses à tous ceux qui se posent des questions sur ce que ça veut dire, soit des entrepreneurs en devenir, des gens qui montrent des choses autour de l'entrepreneuriat. Les personnes qui ont envie de te rencontrer, de parler avec toi, de continuer à suivre tes aventures, ils vont te voir où? Sur LinkedIn, j'imagine? Exactement, très présent sur LinkedIn, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors après, je m'excuse d'avance si je ne vous réponds pas du tac au tac, mais je ferai en sorte de pouvoir vous répondre avec grand plaisir. Ok, donc Samir Benjeloun sur LinkedIn. Toujours dans le partage et toujours dans un souci de faire avancer les choses. Un grand merci à toi, Alexis, pour ton accompagnement, pour ta bienveillance, tous tes conseils de coach. Je pense que c'est important de le dire aussi parce que à un moment donné, il faut être reconnaissant des personnes qui vous ont accompagné. Tu n'as pas été le seul, bien sûr, dans cette aventure. Je le redis et je le répète, c'est un travail d'équipe. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à toi, mais aussi à Maxime, à Pierrick, à Ludovic, à Johan, excusez-moi à tous ceux que j'oublie, mais voilà, c'est vraiment toute l'équipe. Un grand merci à Vinci, à Léonard et que l'aventure continue. Un grand merci à toi. Allez, bye bye. Bye, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou sur Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de me faire vraiment plaisir, ces avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Merci beaucoup et au prochain épisode.